Salut! Привет et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler avec Bastien Lukia. Bastien, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Bastien Lukia, je suis artiste peintre, illustrateur de BD et scénariste, passionné de culture russe, de voyage aussi. Et là, je viens de publier ma deuxième BD, qui est l'adaptation de Crime et Châtiment, de Fiodor Dostoïevski. Et aujourd'hui, Bastien va nous parler de son livre et aussi il va nous donner sa vision du concept de l'âme russe. Est-ce que tu pourrais décrire ton livre? Bien sûr, c'est une bande dessinée, style roman graphique. C'est une adaptation fidèle de Crime et Châtiment, de Fiodor Dostoïevski. Elle se présente comme ça. Donc c'est un 160 pages et un condensé du roman qui est évidemment beaucoup plus gros et avec donc les illustrations. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la bande dessinée, ça se présente comme ça. Donc c'est une adaptation fidèle et la première adaptation de Crime et Châtiment en bande dessinée. Et pourquoi as-tu décidé de faire ce projet? Alors c'était une demande d'éditeur, mon agent, dont Crime et Châtiment était le roman favori, mais vraiment le roman favori, n'a pas arrêté de m'en parler. On travaillait ensemble sur des projets totalement différents. Et un jour, en rendez-vous, il m'a glissé comme ça, entre deux portes. Écoute Bastien, si un jour tu as un peu de temps, intéresse-toi à Crime et Châtiment, à Dostoïevski, c'est un super roman. C'était il y a quelques années. Moi, je vous que c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre tout de suite. Je me suis dit, c'est un projet beaucoup trop ambitieux. Et les années passant, au final, le projet est revenu sur la table. Il m'a dit, écoute Bastien, au moins, lis le roman, t'as rien à perdre, et tu me diras ce que t'en penses. J'ai lu le roman, et là, évidemment, j'ai compris de quoi ça parlait, j'ai compris vers quoi je m'engageais, mais j'ai dit oui tout de suite. Et avant de lire ce roman, est-ce que tu connaissais déjà la littérature russe, la culture? Je connais alors la littérature d'assez loin. Je suis un passionné de littérature du 19e siècle, littérature européenne, anglo-saxonne, et je dois avouer que la littérature russe, j'avais un peu mise de côté. Ma mère est une passionnée de culture russe. Elle avait dans ses bibliothèques les Tolstoï, les Dostoïevski, Gogol, et c'est toujours les seuls livres quand j'étais petit que je prenais pas. Je prenais Balzac, je prenais Maupassant, je prenais Hugo, mais je sais pas, j'ai toujours laissé l'Idiot, les frères Karamazov de côté. Je me suis dit, c'est pour plus tard. Et malgré tout, j'étais intrigué par la culture russe, étant originaire de Honfleur, où il y a un célèbre festival du cinéma russe qui se tient tous les ans. Le prochain, c'est dans 2 mois, au mois de novembre, pour ceux que ça intéresse. Euh, C'était mon premier rapport à la culture russe. Parce que pendant ce festival, la ville est entre guillemets occupée par les festivaliers qui viennent de Russie, les acteurs, les réalisateurs. Et quand j'étais enfant, ça m'avait marqué. C'était mon premier rapport à vraiment avec une culture étrangère. Et j'en garde un très fort souvenir de ces Russes qui déambulaient dans la ville, très, très grands, le regard perçant avec les femmes avec les grandes belles fourrures, les hommes avec leurs beaux manteaux. Non, on n'était pas habitué à ça à Honfleur. Et ça m'a marqué. Et puis même ma mère, passionnée de culture russe, qui apprenait la langue russe, tout ça, ça m'a un peu intrigué étant enfant. Mais malgré tout, j'ai pas vraiment abordé la littérature russe après le lycée et pendant mes études. Je me suis plutôt focalisé sur la culture occidentale, européenne et anglo-saxonne. Et ce projet a été l'occasion de me plonger vraiment dans le bain de la culture russe et de l'âme russe. Merci beaucoup, Bastien. Et comme Fyodor Dostoïevski était un des premiers écrivains à avoir introduit le concept de l'âme russe, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision? Bien sûr. Bah, l'âme russe, c'est quelque chose quand même relativement de très abstrait. Crime et Châtiment a été écrit en 1866 et il a été traduit en France en 1884. Et pour les Français de cette époque-là, ça a vraiment été le premier contact avec la culture littéraire russe. Et en plus avec Crime et Châtiment. Dostoïevski avait écrit plein de romans et de nouvelles avant. Crime et Châtiment, c'est un de ses derniers romans et un de ses premiers grands romans.
roman phare. Et ça a été un grand succès en France. Les Français ont tout de suite accroché. Même si ça a été traduit de façon très léchée, de façon très intellectuelle, alors que dans la version originale, Dostoïevski parle il y a un écrit plutôt populaire. Et ça a été un peu la même chose pour moi, c'est-à-dire que ça a été ma découverte vraiment de la grande littérature russe. Euh, faut savoir que Dostoïevski, quand même, est un des écrivains en matière d'âme russe, peut-être qu'il l'a traité avec le plus de profondeur, avec évidemment Gogol et Pouchkine. Euh, mais Dostoïevski le traite de façon très, très sombre. Ça peut se comprendre de par sa vie. Évidemment, Dostoïevski a eu une vie très, très tourmentée, hein, entre le bagne, la maladie, l'épilepsie. Il était aussi addict au jeu. Il a eu un parcours très, très, très compliqué. Et c'était quelqu'un de très spirituel. Et je pense que l'âme russe, elle a, même si c'est encore une fois un concept abstrait, euh, elle a quelque chose de typiquement dostoïevskien. C'est-à-dire que les Russes, la Russie est quand même un peuple qui a souffert complètement toute son histoire. Et ça, c'est quasiment ancré dans la culture russe. Ils portent leur histoire dans leur sang. Et ça, pour ceux qui sont allés en Russie, on sent, dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, on sent le poids de l'histoire. On sent le poids de l'histoire. Quiconque a côtoyé un Russe se rend compte que leur rapport à la vie, leur façon de parler, leur vision au monde, elle n'est vraiment pas comparable à celle des Occidentaux. Encore une fois, c'est difficile de capturer et de définir complètement ce concept euh, d'âme russe. Euh, on sait ce que c'est quand on le côtoie. On, on le comprend, c'est difficilement exprimable, mais encore une fois, le langage de l'âme est un langage muet. Et Dostoïevski et les autres grands écrivains qui ont écrit, sans vraiment le savoir, sur l'âme russe, hein, ils ont juste écrit sur la Russie, euh, ont réussi à traduire cette pensée typiquement russe et pourtant universelle. Dostoïevski, ses personnages sont russes. Il écrit sur des Russes, sur la Russie, sur la culture russe. Euh, et pourtant, tous ces personnages sont des avatars de l'individu universel. C'est pour ça que tout le monde peut s'identifier à ça. C'est une part de mystère, mais on ne peut pas vraiment rester indifférent à ça. Et tu m'as dit que l'âme russe et les gens russes ils sont différents des occidentaux. À ton avis, quelles sont les principales différences? Hum, je pense qu'elles sont déjà culturelles, c'est-à-dire que historiquement, on- l'Occident et la Russie ont, à part la Russie occidentale qui est très, très européenne, a toujours eu une culture, a toujours été très rattachée à sa culture et à son identité. Euh, Moi, aujourd'hui, en tout cas, quand je vais en Russie, euh, je sens des gens très attachés euh, à la fois à leur culture, euh, à à leur histoire. Je connais des Français d'origine russe euh, qui ont des noms russes, mais qui ne parlent pas de russe, qui ne connaissent pas leurs origines, et qui, arrivés à la cinquantaine, la soixantaine, se disent bon sang, j'ai un nom russe, c'est ma culture, ils le disent, c'est mon sang, et il y a quelque chose en moi qui me dit, je suis relié à ce pays, je n'y connais rien, c'est pas normal, c'est pas normal. Et tu sens une espèce d'attachement mystique à à leur culture, à leur histoire, à la Russie. C'est très fort, c'est très très fort. Euh, c'est quelque chose peut-être de très spirituel. Je trouve peut-être les Russes un peu plus spirituels que, je vais généraliser, hein, bien sûr, que les Occidentaux, mais
Encore une fois, c'est dû à leur histoire. Euh, dans la littérature de Dostoïevski, euh, on sent vraiment l'importance de la spiritualité, sans parler de religion ou d'orthodoxie. Euh, c'est croire en quelque chose de plus fort que le matérialisme et que l'histoire. L'histoire impose des souffrances, l'histoire impose des choses au peuple que le peuple ne désire pas. Et la Russie étant un peuple qui a beaucoup souffert, je pense que la spiritualité est aussi un refuge pour s'élever au-dessus des douleurs de l'histoire. Et je pense que dans la culture moderne, en tout cas occidentale, les gens, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vivent quand même dans un milieu social assez correct par rapport à ce qu'a pu vivre la Russie jusqu'à encore dans les années 90. C'est pour ça ils ont peut-être encore ce rattachement très très fort à leur culture, alors que nous, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu cette mondialisation, les Américains qui arrivent en Europe, donc évidemment, on a peut-être un rapport différent à notre culture, à nos racines, que les Russes. Et parlons maintenant de ton livre. Mm. Quels étaient tes passages préférés, des moments peut-être ou des scènes préférées dans le livre? Dans Crime et Châtiment. Hum, déjà, alors c'est toutes les scènes que j'ai gardées sont les scènes phares, les scènes vraiment essentielles du livre. De celles que j'ai gardées, mes préférées, je dirais, c'est les scènes de rêve. Dans Crime et Châtiment et dans la littérature de Dostoïevski, dans les romans de Dostoïevski en général, ce que j'aime, c'est qu'on est à la frontière du fantastique. Euh, on est à la fois dans la réalité et dans le monde du rêve, qui est aussi une réalité, mais une espèce de réalité supérieure, où les enjeux et la vie des personnages se jouent aussi. Raskolnikov, pardon, le personnage principal, a fait des cauchemars, des rêves prémonitoires qui vont l'influencer sur ses actes. D'autres personnages font aussi des rêves, ils voient des fantômes. Et ce que j'aime particulièrement dans Crime et Châtiment, c'est ça. C'est ces scènes où on n'est pas dans le réel, mais on est dans une autre forme du réel, euh, qui joue un rôle important dans la vie des personnages, notamment le rêve de la jument, où Raskolnikov se voit enfant, témoin d'un cocher ivre qui massacre une pauvre jument. Et c'est un passage très profond et qui va décider du sort d'une vieille usurière. Et est-ce que tu as gardé quelques citations en russe ou c'est tout traduit en français? Alors c'est tout traduit en français. J'ai pas intégré de cyrillique, à part à un moment donné quand Raskolnikov fait une signature, j'écris Raskolnikov en cyrillique. Sinon, non, il n'y a pas d'écriture russe. Par contre, j'ai intégré des choses qui n'étaient pas dans le roman, par exemple des chansons, des poèmes d'époque, de la fin du 19e, donc qui ne sont pas dans le roman, mais que j'intègre dans la bande dessinée parce que ça colle bien. Et Donc, comment tu intègres les chansons? par exemple, quand Raskolnikov rentre dans un cabaret, donc il faut bien s'imaginer que c'est des cabarets sordides, sales, poisseux, collants, sombres, dans des caves de Saint-Pétersbourg. Euh, Dostoïevski le décrit très très bien, cette atmosphère. Et il parle de gens qui chantent sans dire ce qu'ils chantent. Donc je mets des bulles en off de gens, de clients qui chantent des, euh, des petites chansons traditionnelles russes de l'époque. Voilà comme je les intègre. Et comment tu t'inspirais pour transmettre cette culture, ces mœurs de l'époque? Vu que c'était quand même un petit peu étranger pour moi, j'ai d'abord voulu m'intéresser à Dostoïevski et à son époque. Euh, à quoi ressemblait la Russie à la fin du 19e siècle. C'était une période majeure. Ça m'a permis de savoir dans quel contexte Dostoïevski a écrit son roman, de qui il s'était inspiré pour ses personnages,
d'où lui est venue l'idée de Raskolnikov, et ainsi de suite. Ça m'a permis de comprendre vraiment comment lui, dans quel état d'esprit il était quand il a écrit le roman. Euh, Ensuite, quand on fait une adaptation d'un classique aujourd'hui, il faut aussi trouver des parallèles avec notre époque, l'époque contemporaine, pour que l'œuvre fasse écho et que les gens qui lisent le livre aujourd'hui se disent, par exemple, ah oui, c'est vrai que ça peut nous faire penser à notre époque d'aujourd'hui, le contexte ou social ou les mentalités. Ça qui est bien avec les romans de Dostoïevski, c'est qu'ils sont assez intemporels. Donc, pour écrire cette adaptation, je me suis beaucoup renseigné donc sur la Russie de la fin du XIXe siècle, sur la vie de Dostoïevski, ses contemporains, et quelles étaient ses intentions lorsqu'il a écrit le roman. Est-ce que tu as lu quelques passages du livre, du texte original en russe? Oui, j'ai ma version de Crime et Châtiment en russe, Преступление и наказание, que j'avais acheté à Saint-Pétersbourg, et où d'ailleurs il y a des passages en français, hein, comme dans beaucoup de romans russes à l'époque. Ça m'a un peu aidé, surtout pour les... C'est-à-dire que j'ai dû travailler sur une traduction libre de droit, donc sur la première traduction qui date de 1884. Donc c'est une traduction un peu vieillotte, qui est assez éloignée des intentions de Dostoïevski sur la façon dont les personnages parlent. Encore une fois, à l'époque, au XIXe siècle, en France, quand on traduit de la littérature, on évite le langage populaire, donc c'est très léché. Et la version originale m'a permis d'être un petit peu plus proche de la façon dont parlaient les personnages dans le livre d'origine. J'ai aussi travaillé avec des traducteurs. Je suis rentré en contact avec eux pour savoir comment je devais aborder les dialogues, parce que je ne garde pas de narration. Et voilà, donc j'ai pris un peu de toutes les traductions, sans copier, et de la traduction originale. Et à ton avis, à qui est destiné ce livre? Alors, depuis qu'il est sorti, avant j'aurais dit aux curieux euh, de la culture russe, aux curieux de la littérature, de la grande littérature, en condensé et en plus abordable. Et depuis que le livre est sorti, je me rends compte que c'est vraiment pour tout le monde. Autant des gens qui m'ont dit, ça fait 3 à 4 fois que j'essaie de lire Crime et Châtiment, j'ai pas réussi, à chaque fois je décroche, c'est impossible. Ou alors des gens qui l'ont même pas ouvert parce que ça les impressionnait trop, et puis les préjugés de la littérature russe aussi. Et il y a les jeunes qui sont curieux, qui n'ont pas le temps. Qui sont... Donc en fait, je crois que vraiment que c'est pour tout le monde. Parce que c'est l'adaptation en bande dessinée, c'est plus abordable. C'est un condensé, donc il y a l'essentiel du roman, l'essentiel de l'idée, du concept de Dostoïevski, le concept métaphysique, le caractère des personnages, l'histoire, le fil rouge. Euh, Ça peut se lire rapidement, c'est une bande dessinée, puis il y a l'apport des images aussi, l'atmosphère est plus palpable. Donc c'est vraiment tout public. C'est assez violent, donc peut-être pas en dessous pas pour les enfants non plus, mais pour ados, adultes, c'est vraiment très abordable. Et à ton avis, il vaut mieux lire ton livre, ton adaptation après avoir lu le texte original, avant, en même temps? Hum, Ah, en même temps, pourquoi pas? Ça, c'est pas une mauvaise idée, j'y avais pas pensé. Euh, Encore une fois, les gens ont fait les deux. Ils ont lu, beaucoup ont lu le roman évidemment quand ils étaient plus jeunes, et ils ont relu la BD par derrière. C'est pas le même média, quoi. Un roman, évidemment, surtout un roman de Dostoïevski, il va être beaucoup plus fourni. Dostoïevski, il, il- dans son roman, il met aussi des idées à lui, des concepts. Il slalome avec des débats politiques, des débats métaphysiques. La BD, elle va droit au but. Donc on peut lire les deux. C'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience. On peut lire la BD, et j'espère que ça donnera envie de lire l'original, ou même d'autres Dostoïevski, des plus petits, hein, pas forcément des gros pavés, hein. Euh, donc voilà, je voulais que ce soit quelque chose de complémentaire, dans les deux sens.
Et est-ce que Dostoïevski est étudié dans des écoles, des collèges, des lycées en France? Je suppose, je ne sais pas aujourd'hui. Alors cette année au programme, je crois pas qu'il y ait de Dostoïevski. Si je me trompe, c'est possible. Mais en tout cas, moi je me rappelle que en 78, ma mère l'a eu à étudier en seconde Hmm, avec un autre roman, c'était Solzhenitsyn. Et depuis, évidemment, c'est une littérature qu'on étudie un petit peu moins à l'école. Le niveau a quand même légèrement baissé. Je pense que si aujourd'hui, c'est possible, hein, mais c'est vrai que si aujourd'hui on donnait du Tolstoï, du Dostoïevski ou du Solzhenitsyn à, à des lycéens, ce serait bien. Bah, mais il faudrait savoir l'amener, quoi. Je pense un bon professeur, moi je conseille d'ailleurs à tous les professeurs de littérature, au collège, au lycée, de faire découvrir la littérature russe, Dostoïevski. Il y a des romans très abordables, des nouvelles, pas forcément des gros pavés, hein. Dostoïevski, il n'a pas écrit que des gros pavés. Il a même écrit des romans sur le ton de l'humour, hein. Je pense au Double, par exemple, ou sa nouvelle Bobok. Donc il y a plein de manières d'aborder Dostoïevski avec les jeunes, avec les étudiants. S'il y en a un que je conseille, un roman que je conseille vraiment aux jeunes, aux ados, même jusqu'à, peu importe, il n'y a pas d'âge, mais vraiment pour aborder la littérature de Dostoïevski, je dirais c'est Les Carnets du sous-sol. Oui, s'il y a un roman vraiment que je peux conseiller, qui est abordable et vraiment passionnant, c'est les Carnets du sous-sol, les Carnets du souterrain selon la traduction. Et c'est un livre, en plus, qui amène bien Crime et Châtiment. Il l'a écrit juste avant et déjà, les concepts sont là. Donc, c'est des romans faciles à lire, passionnants et qui trouvent encore un très fort écho dans nos sociétés modernes. Bastien, et aujourd'hui, outre Dostoïevski et ses œuvres, qu'est-ce qui te lie encore à la Russie? Euh, il y a évidemment mes voyages, la découverte de la Russie. Ça a été quelque chose d'assez fort. Je pense comme beaucoup de gens qui découvrent la Russie. Euh, c'est étrange, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui me rattachait déjà depuis petit à cette culture russe. Et quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle pour la deuxième fois, je me suis senti comme si je revenais un peu à la maison. Et ça l'a fait avec très peu de pays, surtout des pays slaves, hein, je dois reconnaître. Donc la culture, l'âme russe, cette chose un peu abstraite, difficile à exprimer, mais qu'on ressent au fond de soi finalement. Je me sens très rattaché à elle, aux gens. Voilà, et puis il y a ma compagne aussi qui est russe, hein, que j'ai rencontrée en faisant ce projet, et avec qui j'ai une très bonne relation, et ça nous permet de voyager chacun dans le pays de l'autre et de découvrir la Russie différemment. Et aussi tous mes amis que je me suis fait en allant en Russie pour la première fois. J'avais proposé mon voyage sur Couchsurfing en disant aux jeunes de Saint-Pétersbourg que j'arrivais, que je voulais découvrir la ville à travers le regard d'un passionné de Dostoïevski. Et j'ai été très bien accueilli. Tous les jeunes passionnés m'ont envoyé des messages en me disant ah bah, écoute, je vais te faire découvrir Hmm. le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski, tous les quartiers, les maisons. J'ai été très bien accueilli, hébergé. Et tous ces gens-là sont restés des très très bons copains. Et c'était ton premier voyage en Russie. Oui, au mois de mai l'an dernier. Et pour les gens qui ne savent pas, Couchsurfing, c'est un service qui permet d'être hébergé chez les habitants et c'est gratuit. C'est gratuit. Ça marche très bien en Russie. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment pas eu de problème, moi, pour être hébergé là-bas. Et au contraire, je crois que c'est l'un des seuls pays où on m'a proposé d'être hébergé sans que je demande. J'avais mis mon voyage visible par tous les utilisateurs. Et spontanément, j'ai eu des jeunes et des moins jeunes qui m'ont proposé des visites totalement gratuites et des hébergements, pareil. J'avais plus de personnes qui proposaient de m'héberger que de jours passés là-bas. Et déjà, je trouvais que c'était un très bon premier contact avec les habitants de Saint-Pétersbourg.
Et finalement, tu as passé combien de temps à Saint-Pétersbourg? La première fois, 9 jours, c'était vraiment pour travailler sur les repérages pour la bande dessinée, l'architecture, les quartiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dostoïevski s'inspire que de lieux réels, hein. Donc on peut encore visiter pas visiter l'appartement, mais la maison de Raskolnikov, de la vieille usurière, des Marmeladov. Dostoïevski est quelqu'un qui ancre quasiment toutes ses histoires à Saint-Pétersbourg. C'est très très facile de se repérer, hein. De, de l'appartement de Raskolnikov jusqu'à celui de sa victime, dans le roman, il compte le nombre de pas, et c'est bien le nombre de pas qu'il y a Ah, dans la tu vas réalité. essayer de les compter? Oui, oui, oui. C'est bien, selon les jambes, la taille de nos Il y jambes. en a combien déjà? Il y en a. À peu près. Je vais tricher. Ok. Il y en a, je vais te le dire tout de suite. Et c'est aussi bien particulier le choix des couleurs. 730 pas. Oui, alors je voulais garder retranscrire au mieux possible l'atmosphère du roman. Je peux peut-être montrer un peu à la caméra, hein. Ouais. C'est, c'est pas le beau Saint-Pétersbourg qu'on peut connaître quand on va là-bas, enneigé avec les, les, les belles églises, avec les belles maisons. Le Saint-Pétersbourg de Crime et Châtiment, c'est un Saint-Pétersbourg assez lugubre, assez sordide. Dans Crime et Châtiment, il fait chaud, il y a une chaleur étouffante, ça pue, les gens transpirent, les tables dans les bars sont collantes, les rues grouillent de prostituées, de, de clochards, c'est sordide. Dans ces romans, la ville est souvent le reflet de l'âme de ses personnages. Saint-Pétersbourg, c'est d'ailleurs un personnage. À part entière? Oui, ouais, dans les œuvres, je trouve, dans les œuvres de Dostoïevski, la ville est un personnage, mais c'est un Saint-Pétersbourg fantasmagorique euh, qui reflète l'état d'âme du personnage principal, que ce soit dans le double, dans Crime et Châtiment ou même dans les carnets du sous-sol. Ce sont pas des personnages qui sont heureux, ça on peut le dire. Au contraire, c'est plutôt des personnages torturés. Et la ville, souvent décrite par eux, ou décrite par le narrateur, renvoie vraiment à l'état d'esprit des personnages, hein. C'est le Saint-Pétersbourg de Crime et Châtiment, ça va peut-être en surprendre certains de le voir dans la BD, mais ça va être assez différent du Saint-Pétersbourg que vous avez pu voir. J'ai un jeune Saint-Pétersbourgeois qui m'a dit je vais t'emmener dans un coin de Saint-Pétersbourg qui ressemble au Pétersbourg qu'a connu Dostoïevski. On a fait une balade à vélo, ça durait toute la nuit, on est parti de chez lui à 2 heures du matin jusqu'au lever du jour à 4 heures. On a fait toute une balade dans des coins, il faut le dire, un peu lugubre, hein. Et il m'a d'ailleurs dit on va le faire à vélo parce que si on a des problèmes, c'est plus rapide qu'à pied pour courir. Mais enfin, tout s'est très bien passé, il y a vraiment. Il dit Il ça. n'y avait pas de danger? Non, bien sûr que non, il dit ça sur le ton de l'humour. Mais c'était des coins pas restaurés, pas rénovés, avec des vieux bâtiments. C'est l'image qu'on a dans le livre, en tout cas. Comme quand on lit Le Double, qui est aussi un autre roman de Dostoïevski, super roman. Euh, c'est un Pétersbourg où et il fait froid, c'est humide, il y a de la neige, de la boue. Le personnage principal toujours mouillé. Il évolue pas dans un environnement propice vraiment à la joie de vivre, mais parce que déjà lui-même n'a pas une personnalité propice à la joie de vivre. Et je trouve on a une ville qui change à chaque roman. C'est ça qui est vraiment super avec Dostoïevski. On a une ville à l'image de ses personnages. Et Bastien, quelle conclusion de ce roman as-tu tiré que tu pourrais appliquer dans ta vie de tous les jours? Oh, ça, c'est une question vraiment. Bah, il faut dire que comme
tous les grands romans, quand on le termine, en théorie, on n'est pas le même avant et après. Ça marche avec tous les grands livres. C'est le pouvoir de la littérature. Je dois avouer que Crime et Châtiment, pour ne parler que de Crime et Châtiment, ça m'a donné une vision différente, d'une part de la philosophie, de la façon dont la littérature pouvait être métaphysique et apporter à ses lecteurs des raisonnements extrêmement profonds. Ça m'a permis d'avoir un regard critique et intellectuel, une réflexion intellectuelle sur l'évolution des mœurs de la société, sur l'âme humaine en général, l'âme russe en particulier, mais je pense que l'âme humaine, elle est constante. Les sociétés changent, mais l'âme humaine est constante tout au long de l'histoire. Hein. C'est pour ça qu'on peut aussi bien s'identifier à tous les personnages. Donc je dirais que ça m'a apporté oui, une vision différente sur la façon dont l'homme a pu évoluer. Au final, très peu, il commet toujours les mêmes erreurs. Il se laisse toujours aller à la même débauche. Et s'il n'est pas guidé par un sentiment noble de vie avec les autres, eh ben, il court nécessairement à sa perte intérieure et aussi avec ses contemporains. Dostoïevski, c'est comment vivre avec les autres et comment vivre avec soi-même. D'abord vivre avec soi-même et ensuite vivre avec les autres. Merci beaucoup, Bastien. Et où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Depuis le 5 septembre, il est disponible partout, en librairie, sur Internet. Et si vous voulez avoir, par exemple, une dédicace, vous pouvez aller sur mon site Internet ou sur mon Facebook, et j'ai les dates de toutes mes dédicaces partout en France. Vous pouvez retrouver le lien vers le site de Bastien dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Bastien, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton œuvre, de ton grand travail. Merci Dina. Merci à toi pour l'invitation et puis j'espère à une prochaine, hein, puis peut-être sur un salon pour une belle dédicace. Avec plaisir. D'accord. D'accord.